bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Merci d'être venus pour écouter la conférence. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde. Après l'exposé de l'intervenant, il y aura des questions. Vous pouvez dès à présent les poser dans le salon vocal écrit. Alors, merci de n'écrire que des questions dans ce vocal, s'il vous plaît, pour que ce soit lisible. Donc, les autres messages seront supprimés pour des questions de lisibilité. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Ensuite, on les posera à notre intervenant. Et voilà, si vous avez des réactions ou tout autre, vous avez le salon général pour ça. Voilà. Donc merci de poser vos questions dans le salon vocal écrit. Et donc sur ce, je te laisse te présenter Moss et ensuite, voilà, on commence quand tu veux. Très bien. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation et la proposition de faire une conférence chez vous. C'est très intéressant parce que ça me permet aussi d'avoir un autre son de cloche d'un public que je connais peut-être un peu moins en fait. Donc moi, je tiens une chaîne YouTube depuis un peu plus de 4 ans sur les thématiques liées au féminisme. Qui s'appelle Moss Majorum, où il y a, je crois, 41 000 et des poussières abonnés. Plus récemment, là, pendant l'épisode de Covid, j'ai eu des velléités un peu historiques. Donc j'ai ouvert une petite chaîne secondaire qui s'appelle Moscovitz, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un petit peu socialisante et soviétique. Donc voilà, c'était ma réaction un petit peu à ça. Et c'est pas tout à fait le même style, mais bon. Et puis à côté de ça, en fait, je fais un travail un peu de fond sur tout ce qui est lié aux théories woke depuis 3-4 ans quand même. Et donc là, par exemple, ce mois-ci, je suis publié dans le magazine L'Incorrect, dans le dossier qui concerne la paternité et le rôle des pères dans l'éducation des enfants. Et puis à côté de ça, j'ai monté une petite maison d'édition qui s'appelle Carmin, sur laquelle, que je compte utiliser à terme comme un moyen de projeter dans le débat public, soit des livres qui auraient un petit peu disparu de la surface des rayons de librairie, soit peut-être même écrire moi-même certains des ouvrages. Donc là, pour l'instant, j'ai juste ressuscité un ouvrage qui est un petit peu méconnu du grand public francophone. C'est un livre de philosophie allemande de Max Scheler, qui est un petit peu le contradicteur de Nietzsche en version chrétienne. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un peu un contre-pied à certaines des théories nietzschéennes, parce que Nietzsche, quand même, sur tout ce qui est chrétienté, dit parfois, pas de la grosse merde, mais enfin, disons qu'il a parfois une interprétation tout à fait personnelle de ce qu'il y a dans les idées bibliques. Et donc j'ai trouvé intéressant d'avoir quelqu'un qui lui réponde de manière correcte. Du coup, pour la conférence de ce soir, en fait, je me suis attelé à vous faire un programme un petit peu grand public sur la question du féminisme. Et donc l'idée, c'est, alors j'ai pas chronométré exactement, mais je pense que on va en avoir pour une quarantaine de minutes typiquement. Et puis probablement qu'après, je prendrai les questions qui vous viennent. N'hésitez pas, hein, il y a des tas de choses que je ne vais pas aborder, mais je peux les aborder dans le détail si vous voulez après. Euh, je pense typiquement à des choses que j'ai entendues 1 million de fois, l'écart salarial, des choses comme ça, les stéréotypes, enfin tout ça. J'en ai parlé parfois sur ma chaîne. Il y en a, enfin, quand je sais pas, je vous dirai que je sais pas. Mais il y a quand même un certain nombre de questions dont j'ai quand même creusé les problématiques. Et donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les garder dans un coin de votre tête. Donc en guise d'introduction, j'ai envie de vous demander en fait pourquoi ça serait nécessaire aujourd'hui d'aborder la question du féminisme. Et en fait, j'ai envie de l'aborder de manière très pragmatique en disant que le féminisme c'est important parce que ça a des conséquences qui sont bien réelles. Je distingue plusieurs types de conséquences au féminisme contemporain. La première, la plus évidente peut-être, c'est les conséquences qu'il peut avoir sur les hommes et sur les femmes d'aujourd'hui. Les hommes et les femmes de notre époque
sont modelés en partie par certaines des idées féministes. Quand je dis les hommes et les femmes, c'est chacun à leur manière, bien sûr. C'est pas forcément le même discours qui s'applique aux deux. Les hommes vont avoir certaines injonctions, peut-être, à être plus sensibles, plus attentifs à un certain discours féminin, peut-être plus réceptifs à certaines idées, par exemple le consentement, des choses comme ça. Et les femmes, à l'opposé, vont être poussées à développer des inclinations ou des sensibilités particulières pour certaines thématiques. Donc par exemple le sexisme, les représentations stéréotypes des rôles féminins masculins. Si vous traînez sur Twitter, par exemple, vous prenez un compte Twitter comme Pépite Sexiste, qui répertorie soi-disant les erreurs de marketing qui poussent au sexisme, eh bien en fait c'est finalement ni plus ni moins qu'un entraînement très approfondi à l'idée qu'il y a du sexisme partout et qu'on peut le repérer partout. La deuxième conséquence bien réelle du féminisme, et celle-là elle est peut-être un petit peu nouvelle par rapport à ce que c'était il y a quelques années, c'est sur les institutions. On sort tout juste d'une période d'élections législatives. Il vous a peut-être échappé que les élections législatives imposaient une parité en termes de candidature, et que donc en fait il y avait une parité politique qui était imposée aux partis. Alors cette parité, elle a plusieurs types de conséquences. La plus évidente, c'est qu'en fait certains partis n'ont pas une parité naturelle. Il y a beaucoup de partis qui n'ont pas 50% d'hommes et de femmes dans leur rang. Et donc finalement, imposer une parité, c'est imposer quelque part que certains partis ont plus de chances de réussir que d'autres. Notamment, les gros partis ont plus de chances de réussir que les petits. Ce qui est intéressant au passage, c'est que malgré cette parité obligatoire sur la ligne de départ, vous avez peut-être constaté que la nouvelle Assemblée comprenait, si je ne me trompe pas, 37% de femmes au total, ce qui, à ma connaissance, est un chiffre en légère baisse par rapport à la dernière élection. Et en fait, donc on en arrive à cette observation qui est un petit peu le classique qu'on voit à chaque fois avec le féminisme, c'est qu'on a imposé 50% sur la ligne de départ, mais à l'arrivée, on n'a pas 50%, et nous allons tous faire semblant, l'espace d'une minute, de nous demander pourquoi ça n'a pas été le cas, en ignorant que potentiellement, dans les 50% de gens qu'on a mis sur la ligne de départ, peut-être qu'une partie d'entre eux n'avait aucun attrait naturel pour la politique, ou en tout cas n'avait pas les compétences ou les capacités requises pour briller et percer en politique. Donc tout ça, c'était pour parler un petit peu de questions comme la parité en politique. Ça a mis une pression sur certains partis, notamment les petits partis, et on ne voit pas forcément quel intérêt ça a vraiment, puisque en définitive, on n'arrive pas non plus à 50% à la fin, étant donné qu'en fait, on a essayé de forcer la nature à aller dans un certain sens, et ça ne fonctionne pas. Bien sûr, il y a d'autres institutions qui imposent une forme ou une autre de parité et de présence féminine, ou de lutte contre des sexismes, etc. etc. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et peut-être la dernière conséquence la plus évidente, elle relève du domaine de la culture et de l'éducation, si vous faites une distinction entre culture et éducation, c'est en fait toutes ces représentations, les représentations de la femme forte, les représentations de, je dis n'importe quoi, même aujourd'hui quand vous voulez faire une campagne de recrutement pour des pilotes de chasse, vous êtes obligé de mettre une femme dans le cockpit du Rafale si vous voulez faire cette campagne publiquement. Et donc tout ça a un impact sur nos représentations, nos manières de nous percevoir en tant que société, et de percevoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. À force de voir des représentations qui ne sont pas tout à fait conventionnelles par rapport à la réalité des aspirations des jeunes hommes et des jeunes femmes, eh bien on peut en arriver à avoir une vision un petit peu biaisée de ce qui serait la normalité. Ça, c'est pour les conséquences bien réelles. Il y a d'autres conséquences qui sont peut-être, par certains aspects, plus intéressantes pour les gens de chez Génération Z. C'est que, en fait, le féminisme sert aussi de cheval de Troie à d'autres revendications. C'est tout ce qui concerne l'intersectionnalité du féminisme. Alors, on peut en donner plein, hein, mais par exemple, vous avez l'écoféminisme. C'est que protéger le climat, c'est protéger les femmes. Ou vice-versa, en fait, on ne sait plus très bien. C'est relativement rarement décorrélé.
vous avez les questions de féminisme intersectionnel par rapport au racisme. On vous dira que finalement, être une femme noire, c'est une double peine, c'est être à la fois une femme et être noire, et donc que c'est 2 fois plus problématique. Et donc en fait, quelque part, à partir du moment où vous acceptez le discours de l'oppression, qui est très caractéristique du féminisme, vous acceptez que ce discours puisse être décliné à l'infini avec toutes sortes d'autres causes, donc que ce soit le racisme, que ce soit l'écologie, que ce soit le véganisme, le spécisme. Vous avez des associations féministes qui militent pour abolir le fait qu'il puisse y avoir du lait, par exemple, parce que le lait est vu comme sexiste, puisqu'on utilise le corps des vaches femmes pour produire quelque chose. Donc, toutes sortes de délires peuvent se greffer à partir de cette idée fondamentale qu'il y a 2 camps dans le monde, les oppresseurs, les opprimés, et que finalement, les hommes oppriment les femmes. En fait, on peut très bien décliner ce même concept à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est quoi? C'est débroussailler un petit peu le terrain, peut-être informer aussi sur ce qu'il y avait dans le féminisme, etc. Et je pense que même les plus féministes de nos auditeurs et auditrices ne sont pas forcément au courant de ce qu'il y a dans le féminisme à l'origine, et peut-être réarmer les esprits, notamment de la jeunesse, parce que face à un discours qui, en fait, n'éclaircit pas vraiment les enjeux du féminisme, je pense qu'il est logique qu'il y ait en face une critique un peu structurelle pour rappeler ce que c'était censé être à la base, ce que c'est aujourd'hui, comment ça fonctionne, et peut-être donner quelques angles de contre-attaque sur certains sujets. Donc la première partie que je vais essayer d'aborder, c'est une partie un petit peu historique. Alors, si vous avez eu, peut-être comme moi, à un moment donné au cours de vos études de lycée ou collège, une sorte de questionnement sur le féminisme, à un moment donné, on vous a demandé d'où ça venait le féminisme et quand est-ce que c'était apparu. Il me semble, alors c'est pas une affirmation comme ça, mais il me semble qu'aujourd'hui, il est assez courant de considérer que le féminisme remonte grosso modo à l'apparition du droit de vote des femmes dans les années 40, 46 pour être exact, et on parle principalement de cette période entre 46 et aujourd'hui. Et on vous parle de le droit d'avoir un compte bancaire, le droit de vote, la pilule, l'avortement, toutes ces choses-là. La réalité, c'est qu'en fait, c'est difficile de limiter le féminisme à ce spectre de temps, parce qu'en fait, des manifestations du féminisme, il y en avait déjà avant. Et c'est une des questions que je me suis assez rapidement posée, mais en fait, de quand ça date vraiment le féminisme? Et alors, à ma grande surprise, en fait, j'ai découvert que dès les années 1900, quand je dis les années 1900, c'est le début des années 1900, hein, il y avait déjà un débat public de grande envergure sur ce sujet-là, et il y avait déjà une grande force de critique, en fait, contre le féminisme. Notamment, je vous donne un auteur qui je trouve intéressant, c'est Théodore Joran. Théodore Joran a publié une dizaine de livres à cette époque pour critiquer le féminisme, et son travail lui a permis d'avoir, je crois, de mémoire, un prix des bonnes mœurs de l'Académie française. Et ce travail-là a aussi ressuscité, en fait, il a fait un peu d'études historiques, et donc il a fait partie de ces gens qui ont redécouvert qu'il existait déjà des prémices de féminisme bien avant. Donc je vais y revenir dans quelques instants. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà en 1900, donc, il y a des journaux féministes, donc avec des articles ouvertement féministes, des rédactions qui sont en non-mixité, comme on dirait aujourd'hui. Il y a déjà toute une opposition contre les méchants antiféministes, etc. On retrouve littéralement les mêmes éléments de langage que ce qu'on a aujourd'hui. Et autre chose qui m'a beaucoup troublé à cette époque, certains des auteurs, donc je pense en particulier à Frédéric Masson de l'Académie française, qui était historien, explique, en discutant avec Théodore Joran, que ce féminisme contemporain est une plaie parce qu'il vient des États-Unis et des mœurs anglo-saxonnes qui ne sont pas du tout les mœurs françaises, mais avant cela, il y avait un bon féminisme français. Ce qui est intéressant parce que quelque part, c'est aussi le discours qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous discutez de féminisme,
on vous explique toujours qu'il y a un bon féminisme, celui qui existait jusqu'à il y a peut-être 30 ans, et qu'aujourd'hui, il est perverti, ce bon féminisme, par une influence anglo-saxonne, américaine, etc. Et bien ce discours-là, il existait déjà aux alentours de 1910. Bon, ensuite, à partir de 1914, je pense que vous avez une bonne idée de ce qui a pu se passer. Il se trouve qu'en 1914, la France est rentrée dans un grand conflit, que les hommes sont partis à la guerre et que les femmes ont eu des choses un peu plus pressantes à faire que de débattre de féminisme. Et donc, en fait, quelque part, tout le débat sur le féminisme du début des années 1900 s'est arrêté brutalement au moment de la Première Guerre mondiale. Alors, pour l'anecdote, quand même, les féministes de l'époque s'étaient posé une question assez intéressante. Elles s'étaient demandé si elles devaient participer à l'effort de guerre contre l'Allemagne, puisqu'il y avait chez les Allemands, certes, des hommes allemands qui étaient terribles, mais il y avait aussi des femmes allemandes qui étaient leurs sœurs, et dans la sororité de l'époque, elles s'étaient demandé si elles devaient lutter contre les femmes allemandes, ou si elles devaient faire quelque part front commun contre tous les hommes français et allemands. Bon, bien sûr, après quelques divagations de ce genre, elles sont revenues à la raison et elles ont réalisé qu'il fallait quand même s'en sortir et qu'on était en pleine guerre. Donc ça s'est quand même relativement vite terminé, cette histoire. Si on remonte un peu plus loin, avant 1900-1910, il y a déjà eu aussi en France, donc c'était quoi ce fameux bon féminisme français? Et ben en fait, c'est le féminisme issu des courants philosophiques à la Saint-Simon, qui ont eu tendance à idéaliser le rôle de la mère salvatrice de la nation, etc. Les Saint-Simoniens avaient une vision relativement féministe à l'époque, qui elle-même finalement découlait un petit peu du travail d'Olympe de Gouges, donc qui avait proposé de faire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et ça, c'était en 1789. Bon, si je reprends Théodore Joran nous incite à regarder franchement plus tôt que ça, en fait, bien avant le 19e siècle, et il nous fait remonter jusqu'à la Renaissance française, avec notamment Christine de Pisan, qui est au XVIe siècle. Et donc, à la Renaissance française, on observe quoi? On observe une sorte de querelle entre plusieurs types de théologiens pour savoir qui, des hommes ou des femmes, sont supérieurs en tant que sexe à l'autre sexe. Et donc c'est un mélange d'argumentaires, beaucoup d'argumentaires théologiques. Donc par exemple, je vous en donne un, on peut trouver, donc sous une forme ou sous une autre, des discussions sur, oui, mais en fait, dans la Genèse, les créations divines sont faites dans l'ordre qui va de la moins parfaite à la plus parfaite, et il se trouve que la femme est créée après l'homme dans la Genèse, ce qui prouve bien que les femmes sont supérieures aux hommes. Voilà, ça c'est un exemple d'argumentaire. Je suis convaincu que pas mal de gens vont trouver ça absolument pourri comme argumentaire, mais voilà, à cette époque-là, ça faisait partie d'une vraie réflexion philosophique et théologique, de savoir est-ce qu'il y a une supériorité d'un sexe sur l'autre, et de si oui, comment la démontrer. Donc Christine de Pisan avait écrit un livre qui s'appelle La Cité des Dames, qui, à cette époque, en fait, était une sorte de première utopie féministe, imaginant une société entièrement conçue pour et par des femmes. Et donc, on retrouve déjà une sorte de proto-féminisme. Et pour être tout à fait honnête, en réalité, Christine de Pisan elle-même n'avait pas inventé grand-chose, puisque si il y a quelques hellénistes parmi vous, peut-être que certains d'entre vous se souviennent d'Aristophane, auteur comique grec, qui avait écrit L'Assemblée des femmes. Donc là, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et dans ce texte, il en fait imaginait une société où les femmes prenaient le contrôle sur les hommes. Donc en fait, quelque part, peut-être, c'est l'un des plus vieux fantasmes qui soit, celui d'une dépossession masculine du pouvoir. Et alors, un coup, c'est utilisé par des féministes comme étant une base d'utopie, et un coup, c'est utilisé par des hommes comme étant un repoussoir, comme étant une crainte fondamentale qui devrait être cultivée et gardée de génération en génération. Tout ça pour en venir à quoi? Tout ça pour en venir à l'idée que, en fait,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, le féminisme, il n'y a pas une date de début claire et identifiée en fait. On ne peut pas dire le féminisme a commencé en telle année exactement. C'est un continuum. Il y a des idées féministes qui traînent à peu près tous les siècles et à toutes les époques. Euh, D'ailleurs, beaucoup de ces idées féministes sont proposées par des hommes. J'ai cité principalement des femmes, mais il y a pas mal d'hommes aussi qui ont eu une importance forte sur la proposition et la promotion des idées féministes. Et donc en réalité, il faut être assez précautionneux avec cette idée qu'il y aurait euh, une vague féministe française qui aurait commencé par exemple au XVIIIe siècle, qu'ensuite il y aurait eu un détournement par une vague anglo-saxonne à la fin du XXe siècle, et qu'on serait dans une troisième génération néo-féministe, etc. Tous ces termes, en fait, sont un petit peu à prendre avec des pincettes, parce que le néo-féminisme, bah, quelque part, on le dénonçait déjà il y a plus de 100 ans. Voilà, donc ça c'était pour cette première partie sur l'historique du féminisme. Et je pense que c'est important qu'on ait tous un peu en tête les éléments, les dates et tout ça. Et je vais m'intéresser maintenant à savoir en quoi c'est important, en fait, et en quoi c'est éclairant pour le moderne de savoir que l'histoire du féminisme n'est pas exactement celle qu'il croit. Euh, En fait, ça présente une perspective un peu trompeuse sur l'histoire, telle qu'elle est donnée aujourd'hui par les militantes. Les militantes féministes, si vous les interrogez, vous pouvez faire l'expérience si vous voulez, mais je vous garantis que, certes, parce que probablement aussi inculture, mais même par mauvaise foi, rares seront les militantes qui vous parleront de Christine de Pisan, ou même de ce qui a pu se dire au début des années 1900-1910. Il est beaucoup moins vendeur de dire que le féminisme est un phénomène spontané, historique, qui a toujours un peu existé, que de dire que c'est un mouvement neuf, que de dire que c'est un mouvement qui part de quelque chose d'historique et en rupture finalement avec le reste de l'époque. Et donc, le féminisme, en fait, a tendance à toujours à la fois minimiser l'ancienneté du féminisme et aussi exagérer les mérites de la dernière génération ou des deux dernières générations de militantes. Parce que du coup, ça donne plus de mérite à ces gens-là. Et ça permet de dire, regardez, ces gens-là ont vraiment changé quelque chose. Alors que si on dit, en fait, non, non, mais les idées féministes ont toujours un peu existé et il n'y a pas vraiment de nouveauté, ça donne beaucoup moins de mérite aux militantes actuelles. Euh, on retrouve un mensonge tout à fait similaire dans le rôle féminin à travers l'histoire. Alors, je ne vais pas m'attarder sur... Enfin, il y a un certain nombre de... Il y a des sujets, on va dire, qui sont plus ou moins faciles à débunker. Je ne vais pas tous les faire. Il se trouve, petite anecdote que j'ai regardée la semaine dernière, la nouvelle version de Cendrillon, qui, on va dire, a été passablement réinterprétée à la sauce woke. Et on y apprend, par exemple, au détour d'une scène, que les femmes ne pouvaient pas, dans le passé, tenir des échoppes. En gros, que les femmes n'avaient pas le droit de faire du commerce. Ce qui paraît extrêmement surprenant. Et en fait, c'est assez typique. C'est un mytho facilement démontable, hein, parce que en réalité, les femmes ont toujours pratiqué le commerce. Mais de la même manière, il y en a plein d'autres, en fait. Je vous en donne deux, par exemple. En France, on a tendance à beaucoup insister sur le droit de cuissage, qui a globalement assez peu existé. En tout cas, n'a jamais été systématique tel que présenté par les féministes. Et peut-être plus proche de nous, la problématique des sorcières, popularisée récemment ou repopularisée par Mona Chollet, donc dans son livre Sorcières, la puissance invaincue des femmes, comme étant en fait l'archétype d'un féminisme avant l'heure. Et ben cette histoire-là est en fait inventée de toutes pièces. Inventée de toutes pièces parce qu'en réalité, donc, dans sa thèse, Mona Chollet nous explique que les sorcières sont des femmes qui ont eu le tort d'avoir un peu trop de liberté et de vouloir s'émanciper finalement. Alors qu'en réalité, ben, quand on regarde les registres des personnes qui ont été exécutées sur des bûchers, en fait, il y a déjà un peu plus de 20% d'hommes dans le tas. Donc déjà, la dimension sexiste de la lutte contre les sorcières ne tient pas vraiment. Et en plus, on se confronte à un autre problème, c'est que, ben, en réalité, vu les échantillons, quand on commence à faire les calculs, on parle de quelques dizaines tout au plus de personnes par an
pendant les années les plus actives de la chasse aux sorcières. Donc en fait, pas du tout les échelles que on se représente dans l'imaginaire collectif quand on parle de lutte contre les sorcières qui seraient des femmes fortes et indépendantes qui voudraient s'émanciper du patriarcat. On retrouve en fait beaucoup dans le féminisme une tradition historique dont on connaît le narratif. En fait, souvent, je vais vous en parler un petit peu plus en détail après, mais on vous présente un passé qui a existé à une époque où tout allait bien, où les relations hommes-femmes étaient équilibrées, où tout se passait bien en fait. Ensuite, l'arrivée d'un élément perturbateur, le patriarcat, peut-être même parfois le capitalisme, qui a conduit à une période actuelle malheureuse, oppressive, etc. Et face à ce présent malheureux, une conquête des droits, une lutte active, une sorte de révolution permanente pour récupérer un petit peu d'autonomie, de dignité, de droits, de responsabilité, de respectabilité, tout ça. Et à la fin de tout ça, normalement, un futur heureux, donc une sorte de paradis féministe, d'utopie. Et en fait, ce schéma, si vous l'avez reconnu, c'est le schéma de la Bible. C'est l'Éden, la chute, le quotidien de la souffrance de tous les jours, la rédemption et le paradis. Voilà. Et donc c'est un peu le schéma classique que vous avez. Alors, quand est-ce qu'il est ce fameux passé glorieux où tout allait bien? Eh ben, alors, il est peut-être un peu moins perçu par la majorité des gens, mais si vous avez prêté l'oreille quand même, notamment aux discussions anthropologiques, c'est la période du matriarcat. La plupart des féministes fantasment sur l'idée qu'à une certaine époque, très très loin, peut-être il y a 5000 ans, peut-être il y a 10 000 ans, il existait une période d'abondance et de bonheur collectif matriarcal. Et en fait, cette idée, c'est pareil, c'est encore un mytho qui a été inventé, popularisé, etc., notamment par toute la gauche marxiste, parce que ça permettait de montrer un passé heureux, etc. Et ce passé heureux a été interrompu par le capitalisme, selon la gauche marxiste, et le patriarcat, selon les féministes, qui, en fait, aujourd'hui, si vous regardez certaines des conférences, je pense notamment, j'avais suivi une conférence d'une historienne qui travaille un petit peu, je crois, de mémoire sur Mediapart, qui s'appelle Nadia Demont. Nadia Demont vous explique qu'en fait, c'est l'apparition du capitalisme et du patriarcat. En gros, pour elle, l'un et l'autre sont intrinsèquement liés, notamment par le biais de l'agriculture, qui a permis de renverser les matriarcats d'origine et d'imposer un patriarcat contemporain. Donc en tout cas, cette question de l'origine du patriarcat, c'est quelque chose qui à la fois obsède les féministes et en même temps témoigne bien quand même de la fragilité historique du concept, puisque en réalité, si vous demandez à quelqu'un de vous dater précisément l'apparition du patriarcat, personne n'est capable de le faire. Et tout le monde va s'attacher à cette idée du matriarcat parce qu'en fait, quelque part, tout le monde a envie de fantasmer sur l'idée qu'avant l'état actuel des choses, il existait un monde paradisiaque et merveilleux. Voilà pour le matriarcat. Je vais peut-être parler un petit peu plus de ce qui se passe aujourd'hui en France, et je vais peut-être commencer par Éric Zemmour, puisque du coup, lui en a parlé un tout petit peu. Enfin, il y a eu une période, pour ceux qui ne l'ont pas lu, où il avait écrit dans Le Premier Sexe, notamment sur les évolutions de la société, et puis la mise en place d'un féminisme. Il y avait des aspects qu'il avait déjà bien compris à l'époque, et je vous invite à regarder certains des débats qu'il a pu tenir à cette époque-là. Notamment, je me souviens d'un débat qu'il avait fait de très bon niveau sur la chaîne Cato TV, avec une féministe historienne. Je vous invite à aller le regarder parce que vraiment c'était un très très bon débat. Et il avait bien compris deux choses en fait. Il avait bien compris que d'une part, le féminisme mentait sur son vocabulaire, et d'autre part que le féminisme mentait sur l'histoire. Donc l'histoire, je vous en ai fait un bref aperçu, hein, bien sûr on pourrait toujours compléter, mais en tout cas c'est un vrai sujet important dans le cas du féminisme. Et le vocabulaire, c'en est un autre. Alors peut-être à l'époque de la publication du Premier Sexe,
c'était pas exactement les mêmes enjeux, mais enfin, ces enjeux, on les comprend bien, ces enjeux de vocabulaire, le mansplaining, le manterrupting, enfin toutes les choses qu'on peut imaginer et trouver aujourd'hui dans le vocabulaire féministe, souvent importé d'ailleurs des États-Unis, hein. Tout ça, en fait, permet d'imposer des concepts. Quand vous entendez parler, par exemple, de charge mentale, la charge mentale, en fait, le simple fait d'utiliser ce terme impose le concept qu'on imposerait de manière disproportionnée aux femmes une charge cognitive associée à des tâches ménagères, à la gestion des affaires du foyer, etc. Quand vous entendez par exemple un autre concept qui a été rabâché, d'ailleurs au passage il n'existe que depuis 2 ans, mais enfin il s'est déjà largement imposé, les féminicides. Les féminicides, c'est pareil, c'est un moyen, par un mot de vocabulaire, en fait, d'imposer l'idée qu'il n'y a que des femmes qui puissent être tuées par leur conjoint. Ce qui est faux, hein, je veux dire, on a à peu près une... Alors c'est effectivement modeste en comparaison, mais vous avez à peu près une centaine de femmes qui sont tuées par leur conjoint tous les ans, et vous avez à peu près 30 hommes qui sont tués par leur conjointe tous les ans. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait une hiérarchie où il n'y a pas une course à qui est le plus tué, le moins tué. Enfin, imposer l'idée par un choix de vocabulaire qu'il n'y aurait que des femmes qui seraient tuées par leur conjoint, eh ben c'est un des tours de force en fait du féminisme qui utilise le vocabulaire comme une arme. Il y a quand même eu une autre évolution, il me semble, depuis le premier sexe, c'est que le féminisme s'est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'écriture du premier sexe, pour moi, le gros de la discussion, c'était quand même un homme du quotidien et une femme du quotidien qui discutaient de féminisme et qui partageaient leurs points de vue, leurs ressentis, etc. Et l'évolution qu'il y a eu, c'est que, en fait, aujourd'hui, si vous voulez discuter de féminisme, vous n'allez pas vraiment en discuter avec une femme de votre entourage, enfin, quoique ça peut arriver, hein, mais vous allez surtout, en fait, vous faire imposer des choses par des institutions, par des ministères, par tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, en fait, quelque part, la discussion s'est un peu verticalisée par rapport à ce qu'il y avait au début des années 2000. Au début des années 2000, il me semble encore qu'il y avait une certaine horizontalité dans les discussions. Et alors donc, comment ça fonctionne aujourd'hui? Enfin, pour donner un chiffre, juste vous représentez un petit peu les ordres de grandeur. Donc on a un ministère qui est chargé de l'égalité et de tout un tas d'autres causes, hein, parce qu'en fait, il y a le féminisme dedans, mais pas que. La question du féminisme concerne quand même un budget qui représente à peu près 1 milliard d'euros par an, ce qui n'est pas du tout négligeable. Je ne sais pas si vous représentez un petit peu les ordres de grandeur, mais on est en train de dire qu'on est à peu près 1/40 du budget de l'armée qui parle du féminisme. Voilà, on pourrait pour ce prix-là probablement avoir 2 porte-avions. Voilà. Je ne sais pas exactement, hein, je vous donne juste des ordres de grandeur comme ça. Ce budget lui-même, en fait, il part où? Il part dans des associations, il part dans des missions de service public, par exemple le CSA a un rôle très actif dans le féminisme, il part dans des choses qui sont liées aussi à de la diplomatie. La diplomatie est un poste de dépense très important pour le féminisme. Il y a énormément d'actions diplomatiques en direction notamment des pays africains, enfin tous les pays en voie de développement pour l'utiliser la terminologie du moment, mais notamment les pays africains. Alors est-ce que le féminisme sert pour échanger on va dire, des bons procédés avec certains pays dont on voudrait garder un bon contact pour des raisons historiques ou que sais-je? C'est possible, mais en tout cas voilà, il y a un gros poste de dépense en matière de diplomatie. Et puis il y a tout un tas de choses aussi qui sont liées à des entreprises. Notamment, en fait, une partie de l'argent de l'État sert à former des fonctionnaires à toutes les questions de sexisme, par exemple, je ne sais pas moi, de harcèlement, de prise en charge des femmes victimes. Donc si vous prenez la question par exemple des violences conjugales, il peut y avoir un budget de quelques dizaines de millions d'euros qui part dans des formations de policiers, de responsables santé, de juristes éventuellement, pour attirer l'attention sur les problématiques spécifiques aux femmes. Et en réalité, quand on creuse un petit peu, en fait,
il y a un petit peu un jeu de dupes parce que l'État a besoin de rapports pour appuyer sa politique. Donc le ministère, alors avant c'était Marlène Schiappa, ça a changé, après c'était Elisabeth Moreno. Mais le ministère de l'égalité va demander un rapport, notamment par le biais d'un organisme intermédiaire qui est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est cet organisme-là en fait qui contient à peu près 60 fonctionnaires, qui est le cœur nucléaire du féminisme en France. Et donc ce Haut Conseil à l'égalité va demander un rapport qui va être fait en partie par des associations qui vont proposer des solutions. Et ces solutions, eh bien, écoutez, mystérieusement, une bonne partie d'entre elles peuvent être... enfin, on peut les trouver chez des entreprises comme Egae, qui est une entreprise dirigée par Caroline Dehaas. Et donc vous avez un petit jeu comme ça, où chacun en fait aide les autres. Donc les associations vont filer un coup de pouce aux entreprises en proposant plus de formation, et puis les entreprises vont dire voilà, mais nous on ne pourrait pas faire ce travail si on n'avait pas des associations, etc. etc. Tous les moyens de l'État peuvent être utilisés et détournés au service de la propagande féministe. Donc ça peut être sous la forme de communication publique, notamment des campagnes de publicité. Vous regardez les campagnes de publicité dans les transports en commun sur, par exemple, les viols dans les transports en commun ou en tout cas les gestes déplacés, bah, ça peut servir de relais à ce genre d'idées féministes. Vous avez à peu près la même chose dans le cas du consentement, dans le cas des rapports sexuels, tout ce qui est éducation sexuelle reprend certains des codes du féminisme, etc. Vous avez les entreprises sont de plus en plus utilisées comme un relais de la propagande féministe, notamment parce qu'en fait l'État a imposé dernièrement des indicateurs d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, si vous êtes une entreprise du CAC 40, vous êtes obligé en fait de donner des indicateurs sur l'évolution des carrières des femmes, l'évolution des salaires, qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui sont parties en maternité, est-ce qu'elles ont des promotions après la maternité ou pas, si oui, combien de temps après, est-ce que leur salaire évolue normalement, qu'elles aient eu une maternité ou pas. Donc il y a tout ce genre d'indicateurs qui sont remontés. Et le gouvernement a décidé, en tout cas sur les 2 dernières années, d'avoir une politique relativement agressive de culpabilisation des entreprises qui n'en feraient pas assez. Ce que Marlène Schiappa avait appelé en son temps la technique du name and shame, donc nommer et couvrir de honte. Ce qui dit assez bien son nom en fait, puisque l'idée c'était vraiment de pointer du doigt les mauvais élèves de l'égalité femmes-hommes, etc. Tout le domaine des associations reçoit des subventions liées au féminisme. En particulier, elles reçoivent des subventions. Je vais vous en donner un exemple un peu plus tard, parce que en fait, c'est souvent des échanges de bons procédés entre les associations, l'État et tout ça. Et tout le domaine de la culture, ça en fait partie aussi. Alors du point de vue du grand public, comment ça se passe? Pour vous, côté grand public, vous avez souvent l'impression qu'il y a un rapport un peu mystérieux qui sort, que le rapport pointe du doigt un chiffre ou un problème, qu'ensuite il y a des manifestations qui se mettent en place. On ne sait pas trop comment, mais on voit une vague de gens manifester dans la rue avec des pancartes violettes. Qu'ensuite il y a une proposition de loi qui apparaît. On ne sait pas trop non plus comment, mais voilà. Et ensuite il y a une solution qui est trouvée, et grâce à l'action du gouvernement, on a trouvé une solution. Bon, dans la réalité, c'est beaucoup plus souvent un rapport d'une entreprise orientée féministe, notamment Egae en fait partie. Je me souviens d'un titre d'un rapport de Egae qui était particulièrement provocateur. Ils avaient choisi comme titre Où est l'argent dans les violences faites aux femmes. Donc, en gros, ni plus ni moins, ce rapport en fait demandait 500 millions d'euros au gouvernement français pour mettre en place des solutions. Bon, ce qui s'était passé ensuite, c'est que du coup, il y avait eu des manifestations organisées. Alors, je vous ai dit que derrière Egae, c'était Caroline Dehaas. Il se trouve que Caroline Dehaas est aussi derrière l'association féministe Nous Toutes, et que donc, du coup, assez logiquement, en fait, Nous Toutes a organisé des manifestations. Voilà,
Ne me demandez pas s'il y a un conflit d'intérêts, je ne vous le dirai pas. Je vous laisserai deviner par vous-même. Et ensuite, bien sûr, on a proposé une solution qui était issue du rapport en question, qui consistait à mettre en place plus de formations, etc. Et en fait, une fois que ça a été validé, EGAE a proposé une solution. Vous avez littéralement la même chose qui s'est passée quelques années auparavant sur la question de la médiatisation des femmes. Un rapport du CSA avait pointé du doigt qu'il n'y avait pas assez d'exposition médiatique pour les femmes. Il y avait eu, pareil, des manifestations, etc. On avait proposé ensuite de mesurer le nombre de femmes qui étaient présentes sur les plateaux de télé, dans les émissions de radio et tout ça. Et finalement, un peu plus tard, c'est Caroline Dehaze qui avait proposé une solution à travers un autre service, parce qu'il se trouve qu'elle a plusieurs entreprises, elle a 5 entreprises en tout à ma connaissance, mais celle-ci s'appelait Les Expertes, et le but de Les Expertes, c'était de mettre en évidence des femmes qui étaient expertes dans un domaine pour en fait acheter facilement de la visibilité féminine à l'antenne. Donc en gros, vous vous appelez TF1, vous avez besoin de remplir votre quota paritaire, et ben vous allez taper à la porte de Caroline Dehaze. Caroline Dehaze va vous trouver une experte sur mesure pour pouvoir remplir vos quotas. Donc voilà comment ça fonctionne. Je vous laisse imaginer qu'il y a quand même un certain nombre de copinages, de conflits d'intérêts et tout ça là-dedans. C'est d'autant plus le cas qu'en fait il y a des rôles relativement flous, notamment pour les associations, parce qu'en fait tout le monde peut faire partie d'une association. Donc vous avez un certain nombre de féministes qui un coup interviennent en tant qu'association, un coup interviennent en tant que chef d'entreprise. Certaines de ces associations ont un rôle même au niveau de l'État. Alors je vais vous en donner un exemple que je trouve à titre personnel particulièrement édifiant. C'est que, alors peut-être vous ne le savez pas, mais il existe en France une aide à la sortie de la prostitution. Donc si vous êtes une ancienne prostituée, vous avez le droit, papier ou pas d'ailleurs, de demander une aide de à peu près, il me semble, 530 € si je ne me trompe pas, par mois, pour sortir de la prostitution. Ça s'appelle l'AFIS, A-F-I-S, si jamais le sujet vous intéresse. Et cette aide est conditionnée à un entretien avec une association féministe. Voilà. Donc vous devez passer par une association reconnue d'intérêt général féministe pour remplir un dossier et pouvoir demander à sortir de la prostitution, ce qui vous octroie automatiquement un montant de environ 500 € par mois, ce qui n'est pas colossal, hein, mais enfin, on se demande pourquoi, quelque part, on finance ça. Donc ça, c'est un exemple d'association qui joue un petit... Enfin, il y a des associations qui se retrouvent un peu à servir de relais à l'État sur certains sujets, notamment celui-là, de la prostitution. Mais ce n'est pas la seule. Vous prenez le numéro de téléphone du 3919, qui est le numéro de lutte contre les violences conjugales. Pendant assez longtemps, alors aujourd'hui c'est plus le cas, mais pendant assez longtemps c'était tenu par une association en fait. Et donc l'association était rémunérée par l'État pour assurer un service public en fait de tenir au courant les gens sur les problématiques de violence conjugale. À ces problématiques d'association s'ajoute peut-être, alors j'en ai parlé dans une vidéo qui n'est plus sur YouTube, on se demande pourquoi, les problématiques liées aux loges maçonniques. Et je suis obligé d'aborder ce sujet. Alors je sais que ça fait tout de suite, ça donne l'impression d'être pas très sérieux, mais en fait c'est un vrai problème en France. Vous avez deux loges maçonniques, la GLIFF et la GLFF, qui comptent un total de environ 16 000 membres. La plus grande des deux étant la GLFF. Mais en réalité, en fait, si vous creusez le parcours de toutes les ministres des droits des femmes, eh bien, elles sont toutes passées plus ou moins proches des loges maçonniques. Marlène Schiappa a eu une médaille de la part du Grand Orient de France et Najat Vallaud-Belkacem, quelques années auparavant, a aussi eu une médaille du Grand Orient de France. Ça a l'air d'être quelque chose qui est assez récurrent. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'en fait, ces loges maçonniques, notamment la loge GLFF, ne se cachent absolument pas en fait d'avoir la main sur tout ce qui se passe dans le milieu associatif. Et notamment, je pense à la Maison des Femmes. Je sais que la Maison des Femmes est tenue par quelqu'un qui est assez proche du milieu de la franc-maçonnerie. Et il me semble même qu'il y a eu une bourse de 150 000 € qui a été accordée à quelques associations féministes par les loges maçonniques féminines.
Voilà, donc en fait, ce sujet a l'air absolument anodin au premier abord, mais en réalité, en fait, il y a un lien, et certaines de ces loges ne se cachent pas d'ailleurs dans leur communication publique, d'avoir on va dire, un grand intérêt pour les évolutions des mœurs et de la vie politique liées aux femmes. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc l'impression générale, je vais peut-être tranquillement amorcer une sorte de conclusion. L'impression générale, c'est que le féminisme est un outil institutionnel au service de motivations pas toujours avouables d'ailleurs, et que quelque part, en fait, c'est presque un outil dans la boîte à outils des hommes politiques pour justifier de certaines choses. Quelque part, on peut justifier de lutter pour ou contre quelque chose en utilisant un argument féministe. Vous prenez le cas du travail du sexe. La prostitution, vous pouvez vous opposer à la prostitution parce que ça lutte contre finalement que la prostitution est mauvaise pour la dignité des femmes, ou à l'inverse, vous pourriez dire la prostitution est une capacité des femmes à se libérer, à faire commerce de leur corps, à prendre possession d'elles-mêmes, enfin, etc. Et quelque part, le même argumentaire féministe pourrait être utilisé à la fois pour et contre dans certains cas. Donc souvent, ça a un intérêt pour les hommes politiques de se servir de la carte féministe, parce qu'en réalité, la carte féministe permet, si on s'en sert habilement, de justifier à peu près tout et n'importe quoi. Peut-être que quand même ce qui est plus grave là-dedans, et je vais m'adresser brièvement à la partie féminine de l'audience, c'est que en fait, le féminisme est progressivement, à force de verticalisation, un mouvement qui est de plus en plus détaché de sa composante populaire. C'est-à-dire que quelque part, le féminisme aujourd'hui ne vient plus d'une base de femmes qui auraient des problèmes qu'elles constateraient et qui décideraient en fait de faire remonter ces problèmes, mais plutôt, il viendrait d'en haut, il viendrait du ministère, il viendrait d'associations, il viendrait d'entreprises. Et donc, quelque part, ce qui fait que le néo-féminisme, si on veut utiliser ce terme, est différent du féminisme, c'est qu'il vient d'en haut, alors que jusque-là, le féminisme était peut-être un peu plus venu de la base. Il me semble aussi qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de débattre de certains sujets du féminisme. Pour vous donner une anecdote récente, je viens de me faire refuser une campagne de financement participatif par la plateforme Ulule parce que apparemment je tiens des propos critiques du féminisme et que ce n'est plus acceptable, enfin ce n'est pas acceptable d'avoir des propos critiques du féminisme. Donc je pense qu'en réalité aujourd'hui le féminisme n'est pas un sujet sur lequel on peut débattre aussi facilement qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que c'est relativement facile de débattre de néo-féministes un peu hystériques. Ça se fait relativement bien, et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont beaucoup de talent pour le faire. Mais dès qu'on commence à rentrer sérieusement sur les postulats du féminisme et les sujets qui sont derrière, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'en fait, il y a un appareil législatif assez fort qui impose une certaine vision de la société, une certaine vision des évolutions à avoir dans les prochaines décennies. Notamment, en fait, tout ce qui est lié au féminisme en entreprise. J'ai pointé du doigt il y a quelque temps qu'il y avait même eu des législations, des certifications AFNOR, exactement comme on vous ferait une certification NF quelque chose sur vos objets manufacturés, pour dire que des entreprises maintenant étaient compatibles avec l'égalité. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de cet arsenal à la fois législatif et juridique pour contraindre en fait une certaine vision de la société. Et encore une fois, pourquoi tout ça est intéressant? Parce qu'en réalité, le féminisme est aussi un cheval de Troie. Et vous pouvez être certain que derrière tous ces sujets d'égalité homme-femme, en réalité, derrière, on pourra les décliner à l'aise à des sujets de transsexualité, à des sujets de véganisme, à des sujets religieux, à des sujets politiques, à des sujets de racisme, etc. etc. Donc, en guise de conclusion, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer parce qu'il est important pour le bonheur des jeunes générations, il est important pour la démographie française, en réalité aussi, puisque, alors on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais les femmes françaises ont de moins en moins d'enfants, elles les ont de plus en plus tard. On peut se demander si quelque part ça n'a pas un lien aussi avec le féminisme. C'est un sujet aussi d'identité française. Alors je sais que c'est
une notion qui est particulièrement appréciée ici, notamment chez les Zémouriens, parce que en fait, tout ce qu'attaque le féminisme, c'est aussi ce qui fait la gloire de l'identité française, notamment de l'amour à la française, ce qui est le réputé de par le monde, en fait, la galanterie, la grivoiserie, les charmes des relations, les charmes de la séduction, tous les jeux d'amour inventés par les Français, en fait, et qui ont été maintes et maintes fois chantés sous diverses formes, tantôt dans des essais romantiques, tantôt dans des pièces de théâtre. Enfin, on ne pourrait pas imaginer Cyrano de Bergerac en version féministe, par exemple. Il me semble qu'il y a un travail de fond qui est nécessaire pour démystifier certains des sujets. Alors, peut-être qu'on les abordera dans certaines des questions, hein, mais l'écart salarial, les féminicides, les violences conjugales, il y a un paquet de sujets quand même où le vrai se mélange souvent avec du faux. Et je pense qu'il y a un travail de forme qui est nécessaire, en plus de ce travail de fond, pour rendre ce débat possible dans l'espace public. Travail qu'a amplement commencé Éric Zemmour, mais qu'il faudrait poursuivre parce que on a besoin de porter cette discussion et notamment de pouvoir porter cette discussion tout en conservant en fait un électorat féminin qui comprend que derrière ces enjeux de discussion sur le féminisme, en réalité, on se bat pour le bonheur des femmes, on se bat pour la cohésion et l'harmonie entre les sexes, et que ça dépasse de très loin des petites querelles politiques sur qui a raison entre tel ou tel penseur. C'est aussi en fait un enjeu important pour les femmes elles-mêmes et pour les électrices. Je sais que pendant les élections, on a tendance à considérer que les électrices veulent du féminisme à tout prix, mais je pense que c'est une erreur, puisque en réalité, le féminisme parfois s'oppose aux aspirations profondes des femmes, et je pense qu'il faudrait pouvoir en discuter beaucoup plus à son aise. Voilà pour moi, je vois qu'il est 21h55, du coup je sais pas si Napoléon III est toujours parmi nous. Bien sûr, donc merci de ta conférence, c'était vraiment passionnant et ça a beaucoup plu au public si j'en crois les réactions. Donc on a pas mal, on a des questions qui ont été posées, donc voilà, donc tu as le temps d'y répondre? Bah écoute, oui, bien sûr, enfin vas-y, je sais pas dans quel salon, dans quel... J'essaie de suivre, mais c'est compliqué, il y a un peu trop de choses, Alors, j'ai l'impression, sur ce je serveur. vais les poser à l'oral. Alors, elles ont été posées dans le vocal écrit. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas encore que vous n'avez pas encore posées, vous pouvez toujours les poser dans vocal écrit. Donc moi, je te les dis à l'oral. Ça va? Vas-y, je t'en prie. Donc, alors, une première question. Euh, Qu'en est-il réellement des différences de salaire entre les hommes et les femmes? Bon alors, j'avais fait une vidéo dessus, qui est... En fait, alors, c'est un sujet très compliqué. C'est-à-dire que c'est un sujet où, si vous voulez répondre sérieusement, vous pouvez pas y répondre en une minute chrono. Honnêtement, c'est très difficile. J'ai lu à peu près 300 papiers de recherche sur ce sujet-là, pour essayer de comprendre un peu vraiment ce qui se passait. Et en fait, ça mélange beaucoup de choses. Euh, alors, déjà, il y a en fait une idée fondamentale qui est que euh, on devrait s'attendre à trouver dans des publics démographiques différents les mêmes niveaux de revenus moyens. J'insiste sur le mot moyen parce qu'en fait c'est ça qui est vraiment derrière l'histoire de l'écart salarial, c'est une histoire de moyenne. Il n'y a aucune raison valable de penser que a priori deux moyennes de salaire devraient être identiques. Si vous faites la moyenne entre, je dis n'importe quoi, on va stéréotyper, un plombier, un électricien, un manutentionnaire, un ingénieur et un avocat d'un côté, et de l'autre côté, une infirmière, une fleuriste, une professeure des écoles, qu'est-ce que j'ai, ouais, infirmière, bon bref, vous faites deux moyennes de deux ensembles qui sont différents, il n'y a aucune raison de penser a priori que vous allez avoir la même chose. Donc déjà, rien que ça, à ce stade-là, méthodologiquement, ça part pas très bien, on va dire. Bon, le souci, c'est que en fait, il faut normaliser par un tas de facteurs. Donc déjà, il y a un facteur correctif de temps de travail qui est assez important. Vous avez à peu près 8% de mémoire de l'écart salarial qui disparaît sur l'histoire du simple facteur correctif de temps de travail.
parce que les femmes travaillent en volume horaire moins que les hommes, et les femmes prennent en moyenne plus de vacances que les hommes, environ une semaine de plus quand même. Vous avez ensuite toutes les questions de différence de secteur d'activité. Alors ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, vous pouvez sectoriser le monde des entreprises jusqu'à un certain point. Donc, vous pouvez essayer de regrouper des entreprises ensemble en disant, voilà, elles sont à peu près dans le même secteur d'activité. Donc, typiquement, vous pouvez avoir, je sais pas moi, de tous les gens qui sont dans le domaine de la banque, qui vont être comparés les uns aux autres. Bon. Après, bien sûr, le problème, c'est que le domaine de la banque, ça peut aller de tenir le guichet jusqu'à faire du trading dans une salle des marchés, et que a priori, les deux sont pas payés pareil. Voilà. À ma connaissance, le modèle qui est actuellement en vigueur, c'est celui de la DARES, donc qui est une commission du ministère du Travail, qui regroupe un ensemble de 77 secteurs. C'est-à-dire qu'on a divisé l'ensemble du monde du travail français en 77 morceaux, et on considère qu'à l'intérieur de ces 77 morceaux, en fait, on a des postes équivalents. Donc quand vous entendez un travail égal, etc., le travail égal, en fait, c'est travailler dans un truc qui est l'un de ces 77 morceaux du milieu professionnel. Alors certains sont à peu près homogènes d'un point de vue extérieur, puis d'autres sont... Enfin, je crois que vous avez une seule catégorie pour l'ensemble des commerçants et travailleurs indépendants, ou quelque chose comme ça. Donc autant vous dire qu'en fait, vous avez vraiment tout et n'importe quoi là-dedans. Vous avez des gens qui fabriquent des vêtements sur mesure et qui les vendent. Vous avez des gens qui vont faire du dropshipping. Enfin, vous avez vraiment un peu tout et n'importe quoi. Vous vous attendez pas spontanément à ce qu'il y ait une égalité. Bon. Ensuite, vous avez des différences sur les évolutions de carrière, sur les choix de parcours, etc. Notamment les diplômes. Enfin, c'est vraiment relativement complexe en fait d'arriver à comparer deux personnes en se disant qu'a priori elles devraient toucher le même salaire. C'est d'autant plus complexe qu'en fait il y a un paquet de petits effets de levier qui permettent notamment aux hommes, parce que c'est les hommes qui en sont le plus friands, d'aller chercher un peu de salaire en plus en faisant quelques efforts. Donc par exemple, le travail de nuit, c'est principalement des hommes qui le font. Et il se trouve que le travail de nuit est globalement mieux payé que le travail de jour. Pareil, tout ce qui est déplacement professionnel, c'est principalement des hommes qui le font. Et c'est la même chose. Hein. Dès que vous avez déplacement, dès que vous avez des risques, des choses comme ça, en fait, c'est principalement des hommes. Or, ces choses-là rapportent un peu plus que de travailler dans un bureau de 9h du matin à 17h30. Donc, en fait, c'est relativement compliqué. Et donc, on peut se dire, oui, il y a peut-être une part de discrimination. En fait, la réalité, c'est que dès que vous avez un environnement qui est suffisamment bien défini, la discrimination, vous ne la trouvez pas. Et alors, il y a eu plusieurs études scientifiques là-dessus. Il y en a une que j'ai trouvée très intéressante et qui, quelque part, pour moi, est un peu la fin de l'histoire en me concernant. Hein. C'est l'étude sur Uber, en fait. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des gens qui conduisent une voiture chez Uber. La plateforme Uber ne connaît pas le sexe des conducteurs. Il se trouve qu'à la fin, il y a un écart de salaire inexpliqué de 7% entre les hommes et les femmes sur l'application. En fait, après une analyse un peu sérieuse, donc il y a eu 2 millions et des brouettes de conducteurs qui ont été analysés pendant relativement longtemps, et on s'est rendu compte qu'en fait les hommes allaient principalement dans des endroits où les femmes refusaient d'aller parce que trop dangereux, parce que considérés comme étant trop loin du domicile aussi pour certains. Les hommes avaient tendance à conduire beaucoup plus en volume horaire que les femmes, ce qui leur permettait d'acquérir beaucoup plus vite de l'expérience que les femmes dans leur travail. C'est-à-dire que les femmes avaient tendance à faire une dizaine d'heures pour arrondir leur fin de mois, alors que la plupart des hommes, quand ils s'y mettaient à 50 heures par semaine. Et donc, du coup, en fait, progressivement, les hommes acquièrent plus d'expérience que les femmes, et en fait, c'est un effet auto-entretenu qui permet de maintenir quelque part des salaires plus élevés chez les hommes. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est que
contrairement à une idée assez répandue, en fait, les femmes ont un écart de salaire moins élevé quand elles sont salariées que quand elles sont leurs propres patrons. Vous prenez les professions libérales du domaine médical, les femmes ont des écarts de salaire qui sont beaucoup, mais alors beaucoup plus élevés que ceux du domaine salarié. De mémoire, chez les médecins, on est à peu près de la classe 35% d'écart de salaire. Et il me semble que dans certaines des spécialités médicales, ça peut même faire des pointes à 50%. Et pourquoi? Et ben en fait parce que, alors c'est pareil, on a une grande étude statistique là-dessus, ben en fait on réalise que les femmes passent plus de temps avec leurs patients. Et en fait, elles ne convertissent pas ce temps qu'elles passent avec leurs patients en changement de rémunération. C'est-à-dire que en fait, les gens, ils sont très contents de passer 10 minutes de plus chez le médecin, mais si on leur dit il faut payer 2 fois plus cher la consultation, en fait, ils ne le font pas. Donc, encore une fois, c'est peut-être, voilà, hein, c'est des choix. J'ai l'impression que là-dessus, c'est aussi, ça correspond aussi à un besoin fondamental féminin, peut-être, d'avoir un lien social peut-être plus important avec les gens. Elles n'ont pas envie de juste traiter des numéros. Et moi, en tant que patient, je trouve ça fantastique d'avoir un médecin qui prend du temps avec ses patients. Par contre, ça ne se traduit pas forcément de manière concrète par une rémunération plus élevée. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Enfin, j'ai essayé de faire une sorte d'aperçu un peu général de toutes les thématiques qu'il y a eu sur l'écart salarial. C'est vraiment un sujet complexe et très intéressant, donc je vous encourage à aller gratter là-dedans. Je pourrais te repasser, si tu veux, le lien vers la vidéo où j'avais abordé un peu toutes ces questions-là. On la mettra, on la mettra. Donc merci beaucoup, ça répond très bien à la question. Donc on a une question, donc un témoignage qui dit que une personne, une féministe, ou un féministe, c'est pas précisé, euh, lui a dit que c'était la faute que l'inégalité avec la femme venait du catholicisme. Et voilà. Et on a au contraire, et c'était d'ailleurs le discours de Zemmour dans une interview par exemple, que au contraire l'Église avait plutôt protégé les femmes, notamment avec l'institution du mariage par consentement mutuel. Donc quel est ton avis là-dessus? Bah oui, moi je suis, enfin là-dessus. En fait, c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps. Alors, enfin, quelque part, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai toujours eu un léger scepticisme avec. Alors, je voudrais surtout pas me prendre un tollé auprès de certaines des auditrices, mais avec le féminisme de droite, c'est qu'en fait, une bonne partie du féminisme a un historique euh, assez anti-chrétien, en fait. Alors, en France, bon, vous avez les apparitions féministes dans les manifs pour tous, il y avait eu une action des Femmes dans la cathédrale Notre-Dame. Il y a eu un certain nombre de choses. C'est rien par rapport à l'historique du féminisme. Vous regardez chez les suffragettes britanniques, au début du XXe siècle, les suffragettes britanniques ont littéralement posé des bombes devant une trentaine d'églises, en fait. Donc, il y a eu toujours une opposition forte à tout ce qui était religieux, parce que la religion était perçue comme étant presque un outil au service de la domination masculine. Et étonnamment, de toutes les religions, il y en a quand même une qui est en général plus attaquée que les autres, c'est la religion chrétienne. Voilà, je suis obligé de le dire à un moment donné. J'ai pas connaissance d'actes majeurs de féministes contre les bouddhistes. Et pourtant, je peux vous garantir qu'on ne peut pas rentrer dans un temple bouddhique quand on a ses règles. Ça fait partie des règles officielles chez les bouddhistes. Mais je n'ai jamais vu pour autant des féministes aller militer contre les bouddhistes. Voilà. Donc je ne sais pas. Moi, je considère qu'effectivement, la chrétienté a toujours eu un rôle important pour les femmes et de défense des femmes par plusieurs aspects. Premièrement, en mettant en avant un rôle modèle de femme. Finalement, le promouvoir des modèles féminins, c'est ce qu'on retrouve dans une partie de la Bible, donc le rôle de Marie par exemple, mais c'est pas la seule, hein, il y en a plein des femmes bibliques importantes. Le rôle des saintes, les saintes dans l'Église, enfin, je
je pense que si je parle de Jeanne d'Arc, il y a des gens à qui ça parle. Bon, mais parce qu'en fait, c'était important aussi pour l'Église de montrer que l'Église en fait essaye de proposer un rôle à tout le monde, euh, hommes et femmes. Il n'y a pas une opposition majeure et l'Église n'a jamais dit les hommes auront des droits par défaut et les femmes n'en auront pas, etc. Alors après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles à expliquer en 5 minutes à un athée, notamment la place des femmes dans l'Église, d'un point de vue en fait qui peut faire des prédications, qui peut faire des sermons, etc. Mais c'est vrai qu'en soi, l'Église a toujours essayé de trouver un compromis qui satisfasse les femmes, notamment le mariage. En fait, le mariage, c'est quoi? C'est finalement permettre aux femmes d'avoir une assurance sur le long terme, sur le développement d'une famille, en fait. Et quelque part, aujourd'hui, quand vous avez des mamans célibataires de 35 ans se sentent toutes seules, abandonnées, etc., ce sont des femmes qui auraient pu être protégées par l'institution du mariage à une certaine époque. Donc, moi là-dessus, je suis plutôt d'accord, je suis plutôt de la frange chrétienne qui assume que la chrétienté a eu un rôle favorable aux femmes. Ben, très bien, merci. Donc ensuite, concernant les violences conjugales, donc sait-on ce qui explique la surreprésentation des hommes parmi les responsables? Et voilà, est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes euh, qui agressent et qui tuent leurs conjoints? Alors, qui agresse ou qui tue, déjà, c'est deux questions différentes. Euh, Il y a un désaccord cordial entre les études scientifiques sur la question des agressions, parce que, enfin, ça a un peu évolué, on va dire, le consensus scientifique là-dessus. Il y a 30 ans, on considérait que les hommes pouvaient agresser leurs femmes. Dans la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu un peu une sorte de mouvement qui a basculé dans l'autre sens, où on a expliqué que en fait, c'était égalité et qu'en réalité, on ne le savait pas, mais les femmes agressaient les hommes à peu près autant que les hommes agressaient les femmes. Et là, on est revenu vers plutôt, je dirais, du 2 tiers, 1 tiers. C'est principalement les hommes qui agressent les femmes. C'est ce qui fait le consensus aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est juste pour donner un peu un aperçu historique. Ce qui n'est pas la même chose que le fait de tuer, parce que, en fait, enfin, déjà, on a du mal à faire des statistiques sur les meurtres. Alors, je sais que je vais peut-être horrifier certains de nos auditeurs, mais en réalité, les échantillons qu'on a sont pas énormes parce que on parle typiquement d'une centaine de personnes par an sur un pays comme la France. C'est en gros une personne par département et par an. Quand on le regarde comme ça, en fait, je ne vais pas dire qu'on se rapproche plus du fait divers que du phénomène de société, mais enfin, en ordre de grandeur, c'est difficile en fait de faire des statistiques fiables avec 100 personnes par an. Donc là-dessus, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des rapports du ministère de l'Intérieur qui sont assez intéressants et qui vous donnent quelques pistes de réflexion. Il faut savoir que si vous agrégez par exemple consommation d'alcool, consommation de drogue, consommation de médicaments pouvant altérer le comportement, déjà vous avez à peu près 55% de l'ensemble des meurtres conjugaux qui sont opérés sous au moins l'une de ces trois composantes. Ce qui déjà relativise un petit peu, je dirais, le discours féministe ambiant qui consiste à expliquer qu'en fait ce sont des monstrueux misogynes qui ont assassiné de sang-froid leurs femmes. La réalité, c'est pas exactement ça. Il y a des choses aussi qui sont relativement sordides. Un certain nombre des meurtres conjugaux, en fait, ce sont des gens qui ont plus de 70, voire plus de 80 ans. Et à ma connaissance, il y a à peu près entre 15 et 20%, ça varie en fonction des années, des cas qui sont en fait considérés comme étant des assassinats de personnes en phase terminale de vie, donc en fait techniquement des choses qui se rapprocheraient un petit peu de l'euthanasie. C'est pareil, ça c'est un sujet tabou. Globalement, on n'a pas vraiment le droit d'expliquer que une partie des féminicides en fait c'est des euthanasies déguisées.
mais c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est vraiment pas négligeable sur l'ensemble. C'est relativement rare en fait d'avoir des hommes et des femmes jeunes qui commettent des meurtres. C'est vraiment, si vous regardez la démographie, le profil type, il est plutôt au-delà de 40 ans pour les hommes, et je crois que c'est bien au-delà de 30 ans aussi pour les femmes, donc peut-être 35 ou quelque chose comme ça. En tout cas, le profil type, il est difficile à dégager. Et donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Je pense qu'il y a une bonne partie qui est le fait que les hommes sont naturellement plus agressifs que les femmes parce que testostérone, parce que une capacité musculaire plus élevée, etc. Mais en pratique, les cas de figure de meurtres conjugaux sont souvent beaucoup plus sordides et beaucoup plus difficiles à comprendre et à éclairer qu'un simple... en fait, c'était un misogyne qui a voulu tuer sa femme parce que il aimait pas les femmes. Enfin, je caricature un peu exprès, mais quand on entend le discours féministe, on a l'impression qu'il suffirait d'allumer des bougies et de répéter qu'on est tous unis contre la haine pour que d'un seul coup, il n'y ait plus de féminicide et plus de meurtres conjugaux. Or, en fait, c'est pas le cas, ça suffira pas. Et d'ailleurs, le taux de meurtres conjugaux est relativement constant en fait d'année en année, malgré tous les efforts qu'on peut déployer. Il a été à peu près divisé par deux, il me semble, sur les 20 dernières années, mais ça doit bien faire, enfin, excepté les années Covid qui ont été significativement en dessous en termes de mortalité, ça doit faire quand même une dizaine d'années que ça stagne entre 120 et 150 par an. Voilà ce que j'avais à apporter comme éclairage là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Donc, est-ce que tu pourrais revenir brièvement sur la partie où Théodore Joran parle de, de Théodore Joran, car on a un auditeur qui n'a pas bien compris. Est-ce que tu pourrais revenir juste brièvement là-dessus? Oui, alors je sais pas s'il y a une question. Il a une question particulière, l'auditeur, sur Théodore Jouan? Alors, sur la partie, lorsque Théodore Joran parle des écrits de Christine de Pisan, il a compris. Alors en fait, Théodore Joran, donc c'est un personnage intéressant, hein, c'est un linguiste, un germanophone à la base, qui ensuite s'est intéressé progressivement à la question du féminisme. Donc en fait, il s'est attelé à faire un exercice euh, enfin, il a voulu faire une sorte d'inventaire de l'ensemble des positions féministes qui avaient été tenues jusque-là. Voilà, pour le dire simplement. Et donc, il a fait une sorte d'histoire du féminisme, euh, qui était, à mon avis, pas complètement désintéressé. Je pense qu'il voulait aussi montrer aux féministes que, en fait, il y avait plein de femmes qui avaient écrit des choses dans l'histoire et qu'elles n'étaient absolument pas les premières à dire ce qu'elles disaient. Mais donc, il a fait cette espèce d'inventaire, et il se trouve que cet inventaire a permis de montrer qu'il y avait tout un tas de personnages féminins qui avaient tenu des positions féministes, notamment au moment de la Renaissance. Donc, c'est ce qu'on appelait la querelle des dames. Si vous notez cette formule, vous pouvez peut-être retrouver, je crois qu'il y a quelques articles historiques qui parlent de ce sujet. Et donc, en fait, la querelle des dames, c'était vraiment oui, une grande activité des femmes bourgeoises, nobles, éduquées entre le 15e et jusqu'à la fin du 16e siècle. Vraiment une discussion sur la place des hommes et des femmes dans la société, les mérites comparés des deux sexes, etc., etc. Donc, un petit peu le genre de discussion qu'on peut avoir aujourd'hui aussi, hein, dans une certaine mesure. Merci. Donc, on a une autre question. Parmi certains groupes féministes extrémistes, certaines souhaitent la disparition du cercle masculin. Comment sont-elles arrivées à ce genre de pensée? Ah, alors, j'ai pas vraiment envie d'essayer de psychiatriser les féministes. Il y a des féministes pour lesquelles on peut assez facilement comprendre comment elles ont pu en arriver là. Non, blague à part. Disons que il y a toujours eu dans les mouvements féministes une composante qui était fascinée par la violence. Alors à des degrés divers, hein, je pense que peut-être le plus classique et le plus connu, c'est le Scum Manifesto. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'œuvre de Valérie Solanas, qui
Oui, qui est littéralement une diatribe, une sorte de diarrhée verbale pour expliquer que les hommes sont des primates à peine sortis de l'évolution et que il faudrait tous les tuer, hein. Enfin, je veux dire, c'est littéralement ce qui est proposé par Valérie Solanas. Valérie Solanas, si vous ne la connaissez pas, il se trouve qu'elle a partagé brièvement la vie de Andy Warhol et qu'elle a essayé de le tuer à un moment donné en droite ligne de ses idées politiques. Donc, quand vous entendrez que le féminisme n'a jamais tué personne, bah, vous saurez que il s'en est peut-être fallu de peu, voilà. disons que, disons que, en tout cas, le féminisme a voulu, voilà. Euh, mais il se trouve que, en fait, c'est vraiment pas une idée qui est marginale, parce qu'on la retrouve à peu près toutes les époques du féminisme. Vous avez un peu la même chose chez Andrea Dworkin, alors peut-être pour certains d'entre vous connaissent, femme, on va dire, qui a assez mal gâté par la nature, on dira ça comme ça, et qui avait une véritable haine et rage contre les hommes. Et vous retrouvez la même chose en France aujourd'hui, hein, en fait. Vous prenez une Marguerite Stern, par exemple, par certains aspects, a une démarche très violente contre les hommes. Vous prenez Virginie Despentes, peut-être que ce nom est familier à certains d'entre vous. Virginie Despentes a expliqué à de nombreuses reprises qu'elle avait passé plusieurs années en fait à se prostituer pour voler de l'argent des hommes, mais qu'elle essayait de les à la fois de récupérer l'argent, mais aussi de les humilier, etc. Donc euh, c'est des choses qui existent, c'est absolument pas marginal. Et donc ne vous dites pas que en fait c'est juste une caricature qui existe sur Internet. Non, non, c'est la réalité. Il y a une fascination féminine pour tout ce qui relève de la violence. Peut-être que c'est une fascination en fait pour le côté masculin qui manquerait soi-disant aux femmes. Euh, et donc c'est une sorte de masculinité fantasmée par l'intermédiaire de la violence. Voilà. Mais je n'irai pas plus loin dans une sorte de psychiatrisation parce que vraiment ça n'apporterait pas grand-chose. Par contre, effectivement, oui, c'est quelque chose qui est absolument significatif en fait. D'accord, donc merci de ta réponse. Donc ensuite, une question, pourquoi tu as décidé de te spécialiser dans la question du féminisme et pas dans d'autres aspects des idées progressistes, on va dire? Alors, en vrai, enfin, je me suis spécialisé. Il se trouve, bon, il se trouve que, à titre personnel, je suis tombé relativement rapidement sur du féminisme en entreprise et peut-être de manière beaucoup plus violente que ce que d'autres courants ont pu faire. C'est-à-dire que techniquement, aujourd'hui, si vous travaillez dans une entreprise, c'est quasiment impossible de ne pas avoir à un moment donné une formation contre le sexisme enfin, moi j'ai eu toutes sortes de documents, des petits livrets, des formations, des conférences, de tout ça. Vous en avez peut-être un peu moins pour l'instant sur les aspects racisme, LGBT, etc. En tout cas, ça me parlait un peu moins. Après, à titre personnel, je considère que les thématiques ne sont pas complètement indissociables dans la mesure où, en fait, en réalité, quand on a compris les démarches rhétoriques et les stratégies d'une de ces composantes woke, eh ben, en fait, on comprend aussi les autres stratégies. C'est-à-dire que vraiment, c'est les mêmes astuces de rhétorique, les mêmes astuces de vocabulaire qui sont transposables d'une stratégie à une autre, quoi. Vous allez chez les racistes, vous entendrez à peu près la même chose. L'oppression systémique des racistes, enfin des antiracistes, c'est la même chose que l'oppression patriarcale des féministes. Donc je trouve ça intéressant d'aller regarder ce qui se fait ailleurs aussi, hein, mais ça me parle un peu moins, disons. Je ne sais pas si Napoléon III est toujours là. Oui, désolé. Donc, une autre question. Est-ce qu'il y a un ou une intellectuelle féministe que tu trouves intéressant ou pertinent? Alors, c'est une très bonne question en vrai, parce que, bah, en fait, quelque part, la vraie bonne question derrière ça, c'est
est-ce que on peut trouver des frontières en fait? Est-ce que tout est mauvais ou est-ce qu'il y a quand même des choses intéressantes à aller chercher? Bon, il y a des trucs qui sont absolument pathétiques. Je crois que je vais peut-être commencer par ça. C'est que en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les féministes actuelles qui sont incroyablement médiocres. Je prends, Maya Mazorette. Maya Mazorette, c'est pathétique de médiocrité. Enfin, je veux dire, c'est au stade où, ça mérite pas le nom de pensée, quoi. Bon, il y a des trucs qui sont un peu barré, mais on peut comprendre vaguement l'idée. C'est juste que c'est un point de vue, enfin, on se rapproche presque de la folie, quoi. Valérie et Robert sur la culture du viol, par exemple, c'est elle qui a imposé ce concept-là en France. Bon, ben, techniquement, c'est vrai que ça c'est bon, c'est pas sans mérite, hein, mais c'est surtout, enfin, c'est quand même un peu flippant, quoi. Après, qui y a comme intellectuel féministe qui propose des choses intéressantes? Euh, Moi, j'aime bien ce que fait par exemple Peggy Sastre. Je trouve que Peggy Sastre fait un travail correct. Alors après, je sais que Peggy Sastre, certains diront que ce n'est pas une féministe. Donc, alors c'est là aussi où on rentre dans un autre problème, c'est que moi, je peux citer des gens, mais derrière, en fonction des perceptions, peut-être que les personnes que je cite vont se retrouver ou pas chez les féministes. Donc, par exemple, pour moi, Peggy Sastre, elle apporte quelque chose parce que elle propose quelque chose de finalement très inspiré du milieu scientifique, tout en ayant un petit peu de finesse quand même dans la proposition. Euh, Elle prend un petit peu de distance. Moi, enfin, à titre personnel, je trouve son travail de bonne tenue et donc j'aurais tendance à suggérer ce qu'elle fait. Après, je réfléchis là tout de suite. J'ai pas un autre nom qui me vient spontanément en tête comme étant particulièrement intéressant. Il y a des concepts que je trouve intéressants, mais de là à dire voilà, cette auteure, je conseille et je recommande tout ce qu'elle a écrit, euh, pas vraiment. Enfin, euh, titre personnel, j'ai trouvé pas complètement désagréable la servante écarlate de Margaret Atwood. Euh, mais pour autant, enfin, je donnerais pas un blanc-seing à l'auteur comme ça, quoi. Donc, voilà, j'ai donné deux noms. Je considère que j'ai répondu à la question, même si je pense que je m'en suis tiré par une pirouette. Pas du tout. C'était très bien. Euh, une autre question. Alors, que penses-tu de la recrudescence des, des révélations, enfin des accusations d'agression sexuelle euh, contre des célébrités et parfois des années après les faits? Tu fais référence à enfin, Alors, un événement particulier? dans la question, donc Bah, comment dire? Ce qui est gênant, enfin, ce qui est gênant, c'est que vraiment on piétine tout le processus normal qui consisterait à sous-peser les faits, vérifier, comparer ce qui a pu se passer selon la version de la personne qui accuse et selon la version de la personne qui est accusée. Et en réalité, c'est pas ce qui se fait, quoi. C'est ça qui est le plus grave, peut-être. Parce que, à la limite, que ça se passe des années après, bah, enfin, moi, je peux encore entendre. Peut-être qu'il y a des gens qui se réveillent tardivement, même si j'avoue que je trouve un peu étonnant qu'il faille attendre 40 ans pour dénoncer un baiser volé de Patrick Poivre d'Arvor. Moi, je trouve ça un peu surprenant qu'on ait attendu 40 ans, mais enfin, euh, pourquoi pas, hein, à la limite, si 40 ans après, chacun est capable de sortir ses preuves et de montrer qu'effectivement il s'était passé quelque chose. Bon, je crois que malheureusement, c'est souvent de l'opportunisme, c'est souvent des choses beaucoup moins avouables que ce qu'on voudrait croire. Et dans une certaine mesure, je considère que c'est un peu ce qu'a démontré aussi le cas de Johnny Depp versus Amber Heard, en fait. C'était un peu ça. C'était regarder la réalité derrière un discours qui voudrait présenter que en fait, on défend les femmes. Euh, le discours de Amber Heard se présentait comme le discours d'une femme qui était
battue, qui était abusée par son mari, etc. Et en réalité, à la fin, c'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de rôle de cinéma, c'est tout ça. Et je pense que c'est ça qui est un peu tragique, c'est qu'encore une fois, enfin, c'est aussi pour ça que je parlais tout à l'heure de verticalisation du féminisme, c'est que euh, MeToo c'est vendu au monde, c'est vendu aux femmes comme étant finalement la démocratisation du droit à signaler des abus, des violences, etc. Et en fait, la réalité, c'est qu'au bout du bout, c'est pas des femmes du quotidien qui dénoncent des hommes puissants, c'est des femmes du showbiz qui font leur com sur des affaires qu'elles ont eues avec d'autres hommes du showbiz. En fait, ça reste dans le domaine people, dans le domaine des hautes sphères. Et j'ai pas l'impression que ça se soit vraiment démocratisé jusqu'au bout. Il y a eu une période où sur les réseaux sociaux ça a un peu marché, mais en fait, derrière les grands procès, les grandes affaires, ça reste des puissants qui parlent entre eux, ça reste des femmes qui n'ont besoin de pas grand-chose, qui réclament 7 millions de dommages et intérêts. Et c'est tout de suite beaucoup moins noble que ce qu'on pouvait s'imaginer. Voilà pour ma réponse du coup. Merci beaucoup. Aurais-tu des livres à conseiller sur le féminisme? Oula, alors, il se trouve que bon, j'en ai lu un il n'y a pas si longtemps qui était, à mon avis, pas mal, de Patrick Guillot, euh, Misogynie, misandrie, il y a deux sexismes. C'était un livre qui essayait un peu de donner un aperçu historique, de rétablir certaines vérités. J'ai trouvé ça de bonne tenue. Euh, il y a pas mal de livres en fait qui sont en anglais, qui sont de qualité. Je peux en citer un, The Myth of Male Power. Ça c'est un très très bon livre. Euh, pas exactement frais, hein, parce qu'il date quand même de mémoire des années 80. Donc c'est Warren Farrell qui avait écrit ça. Alors il se trouve que c'est un ancien féministe en fait qui s'est opposé ensuite au féminisme parce qu'il constatait des dérives dans le mouvement. Tout le travail de Warren Farrell est intéressant d'une manière générale, hein. Il a écrit un livre aussi sur l'écart salarial. Et il a écrit récemment un bouquin sur la crise des jeunes garçons, en fait, pour expliquer que les garçons avaient des problèmes spécifiques qui étaient un peu inédits dans l'histoire. Alors pour vous en donner un, hein, vite fait, il se trouve que si vous regardez les résultats du bac, en moyenne, les filles ont à peu près 10 points de plus de réussite au bac que les garçons. Et donc, on peut se dire que c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences et tout. Sauf qu'en réalité, c'est quand même un petit peu gênant, à une heure où on parle tout le temps d'égalité et tout ça, de passer à côté d'un truc aussi énorme que ça, sans se demander s'il n'y a pas des problèmes dans le système éducatif, dans la manière dont les enseignements sont attribués aux hommes et aux femmes, et si peut-être même il y a des choses qui manquent dans le système éducatif actuel pour que les garçons s'y sentent bien en fait. Voilà, donc vraiment c'est un très bon auteur d'une manière générale, je vous recommande ses livres. Après, bon, je pense que vous pouvez aller regarder aussi du côté de Jordan Peterson, il a fait des trucs assez corrects, peut-être plus en conférence du coup, pour ceux qui n'ont pas envie de lire. Voilà, je vous ai donné comme ça quelques titres. J'ai réédité aussi, enfin il se trouve que j'ai sur le site des éditions Carmin aussi le livre de mon collègue Ozelnef qui est sur l'antiféminisme, qui est disponible en version PDF, je crois, pour 6,70 € si je ne me trompe pas. Qui est un livre intéressant aussi, notamment sur la question des violences conjugales et des violences sexuelles. Voilà. Donc je vous ai donné quelques titres. Eh bien, merci beaucoup. Euh, alors, un avis sur Julien Rochdy. Eh ben, un avis sur Julien Rochdy, je suis assez d'accord avec Julien Rochdy sur pas mal de choses. J'ai des points de désaccord ici ou là, notamment sur le nietzschéisme. Ça, c'est un point de désaccord que j'ai avec Julien Rochdy. Mais ça ne m'empêchera pas
de trouver sympathique le reste de son travail au demeurant. Et je considère que quand même, il fait du bien, il est un peu rafraîchissant dans le paysage public actuel. Voilà. Je ne vais pas descendre Julien Rochdy, si c'était ça le but de la question. Donc ça, je ne sais pas, mais donc merci de ta réponse. Alors, je sais que tu as fait une vidéo sur ça, mais on a un auditeur qui te demande s'il existe un féministe de droite aujourd'hui et et qu'est-ce que tu en penses si j'ai... Bah, alors, c'est compliqué. Moi, je suis un peu embêté par la question du féminisme de droite parce que, en fait, bon, alors déjà, tout féminisme de droite ne choisit pas forcément bien ses représentants, donc ça, c'est un point, mais qui est quand même un peu important. Et en fait, moi, je ne vois pas en quoi le, le spectre politique du féminisme, comment on peut en fait se revendiquer féministe et échapper à l'attraction gravitationnelle majeure de la gauche. En fait, tout dans le féminisme pousse vers la gauche, que ce soit le côté demande de justice sociale, demande de solutions par l'État, demande d'une égalité de résultats. Enfin, tous les éléments du féminisme sont des éléments de gauche, en fait, dans l'idée. Euh, Tout ce qui pourrait être du féminisme de droite, essayons de l'imaginer 2 secondes, qu'est-ce que ça pourrait être un féminisme de droite? Ce serait un féminisme, en fait, qui valoriserait beaucoup plus, justement, de ne pas avoir d'État dans sa solution. Ça serait un féminisme qui proposerait peut-être de se former chacun individuellement, de monter chacun en compétences individuellement, de gagner en indépendance, mais pour des projets, en fait. Euh, et donc, je suis un petit peu... Enfin, moi, je suis un petit peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que le féminisme de droite, aujourd'hui, en fait, il veut les mêmes solutions que le féminisme de gauche, c'est-à-dire plus d'État, plus de gestion par des institutions, des problèmes des femmes, etc. Donc en fait, c'est un féminisme de gauche, mais juste avec des revendications qui sont adaptées au public de droite, à savoir, oui, mais en fait, moi je suis gêné parce que dans la rue, j'ai non pas Jean-Eudes, mais Mohamed qui vient me demander mon 06. Bon, si c'est ça la seule contribution du féminisme de droite, je trouve que c'est intellectuellement assez pauvre en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de créer un truc pour à la fin dire le harceleur de rue moyen, en fait, il a un profil type. Si c'est juste ça, on n'a pas besoin de créer le féminisme de droite pour ça. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'on a construit un truc, mais avec pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que les revendications des femmes de droite n'ont pas besoin de créer un féminisme de droite pour s'exprimer. C'est des revendications qui correspondent tout à fait à la ligne politique, je pense, de Éric Zemmour, ou même dans une certaine mesure du Rassemblement national, en fait. Vous avez une bonne partie des trucs qui sont solubles dans l'un ou l'autre parti. Il n'y a pas besoin de passer par un féminisme de droite pour y arriver. Et le côté féminisme de droite, je ne vois pas sa contribution au paysage intellectuel français et au paysage politique. Donc je ne doute pas qu'il y ait des vraies revendications militantes, des gens qui soient très sincères, qui soient très impliqués, qui soient très actifs, mais en tant que grande idée politique, je ne vois pas forcément où ça essaye de mener. Voilà pour ce qui est de ma réponse. Donc, merci de cette réponse. Euh, alors, euh, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah oui. Est-ce que tu penses que c'est possible que l'influence du féminisme que tu as décrite sur l'État et sur la société disparaisse? Et si oui, comment lutter contre ce phénomène selon toi? Quelle est la manière la plus efficace de lutter contre cette emprise selon toi? Ah bah, alors l'emprise, elle existe vraiment. Je pense que déjà, il va falloir commencer, enfin s'il fallait nettoyer un petit peu ce qu'il y a, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Donc déjà, je pense que la première urgence, ça serait de supprimer en fait toutes les lois de discrimination positive, d'une manière ou d'une autre, qui sont mises en place. Toutes les stratégies de quotas,
Je veux dire, alors j'en ai cité quelques-unes, hein, j'ai parlé un tout petit peu de parité en politique, mais enfin, il y a des lois de discrimination positive à peu près partout. Euh, je pense que à peu près personne sur ce serveur n'a entendu parler de la loi de Copé-Zimmermann, mais il y a une loi qui impose qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration, par exemple. Des lois de discrimination positive, il y en a vraiment un paquet en fait aujourd'hui. Donc déjà, enlever ça, toutes les lois de discrimination positive sont des lois de discrimination tout court en réalité. Je veux dire, on peut tourner autour du pot pendant 2 heures. À la fin, la discrimination positive, c'est une discrimination comme une autre. Donc déjà, commencer par là, ce serait peut-être un bon point. Ensuite, il y a tout un travail à faire sur le volet culturel. Et là, c'est plus difficile parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ont été abîmées. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réécrites, qui ont été remodifiées, qui ont été censurées. Et dire que du jour au lendemain, on peut réussir à trouver enfin, recréer un écosystème où la culture qu'on avait il y a 100 ans est à nouveau respectée comme telle, etc. Je pense que ça peut prendre beaucoup, mais alors beaucoup de temps, parce que quelque part, on est quand même passé de la génération qui parlait de patrimoine à la génération qui parle de matrimoine, quoi. Et je veux dire, enfin, en fait, ça veut dire quelque chose. En fait, toute la féminisation de tous les termes, l'usage de l'écriture inclusive, tous les choix de la symbolique, tous les choix de représentation, tous les compteurs que les gens ont en tête en permanence, en train de chercher s'il y a du sexisme, s'il y a une représentation équitable, etc. Tout ça, en fait, crée une charge mentale, hein, si on voulait utiliser ce terme-là, sur la plupart des gens, parce que du coup, on est obligé de tous se demander en permanence, de se poser des questions qu'on ne se serait jamais posées il y a 50 ans, mais ça affecte aussi notre manière de percevoir le monde. Et donc, je pense que là-dessus, il y a tout un travail aussi à faire, d'un point de vue culturel, et je pense que vraiment, à droite, c'est un message que j'aimerais bien faire passer quand même, peut-être aux gens de droite. À droite, on a tendance à considérer que la culture, c'est pas trop notre truc, que c'est les gens de gauche qui décident de ce que c'est la culture, et que finalement, nous, bon, bah, si on n'est pas content avec la culture de gauche, on va regarder ce qui s'est fait il y a 200 ans, et ça nous satisfait bien, donc on va s'arrêter là. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de sortir enfin, qu'on sorte de ce passéisme et de ce suivisme sur la culture de gauche, parce qu'en fait, on s'empoisonne avec des références, avec des choix qui ne sont pas les nôtres. Et je pense que vraiment, il faut qu'on revienne à une force créative de droite en matière de culture et qu'on propose des choses. Euh, on peut citer des auteurs, hein, mais il y a encore 60 ou 70 ans, la plupart des auteurs littéraires étaient de droite. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à nettoyer, à épurer, à vider, etc. Mais il y a 80 ans, vous prenez un Pierre Drieux-La Rochelle était une référence absolue en termes d'auteur littéraire français. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrête de suivre la gauche dans ses choix culturels, et il faut qu'on recrée une authentique culture de droite. Et c'est à travers cet acte de création qu'on arrivera à se libérer du sortilège finalement des choix culturels de la gauche woke, qu'elle soit féministe, qu'elle soit antiraciste, qu'elle soit LGBT, ce que vous voulez en fait. Donc merci. On a une dernière question. Donc il y a chez certaines féministes une volonté de, de, de ne plus correspondre aux standards de beauté féminin classique. D'où vient cette vision de certaines féministes de ne plus correspondre aux normes sociales normes sociales traditionnelles, que ce soit pour le physique, l'apparence ou autre. D'où ça date dans la pensée féministe? Est-ce que c'était déjà présent chez les auteurs que tu as cités au début? Alors ça pour le coup, non, ça fait partie des choses. Enfin, c'est un fantasme, je pense, c'est un fantasme qui existe depuis très très longtemps en fait. Vous prenez Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir se désolait qu'après l'adolescence, elle se soit retrouvée avec un corps de femme. Elle l'écrit noir sur blanc. Enfin, je veux dire, bon, c'est une pensée que vous retrouvez dans toute la mythologie sur les Amazones qui se coupaient un sein pour devenir aussi fortes que les hommes, voire plus fortes que les hommes. Enfin, c'est quelque chose peut-être c'est pareil, c'est à mon avis quelque chose qui est intemporel en réalité.
Après, il me semble quand même qu'aujourd'hui, notamment à la faveur des courants LGBT, des choses qui étaient peut-être un peu rarissimes sont devenues beaucoup plus visibles. Et donc, vous avez, par exemple, peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, Virginie Despentes, il se trouve que, alors, donc c'est une féministe relativement célèbre en France, notamment pour son livre The King Kong Fury. Mais elle a épousé un certain Paul Preciado, qui en fait est une féministe espagnole à la base, je précise une féministe à la base, qui a changé de sexe et qui a décidé de devenir un homme. Donc Paul Preciado aujourd'hui est un homme qui écrit dans Libération de manière régulière. Donc Paul Preciado, par exemple, vous propose de remodeler l'intégralité de la sexualité contemporaine pour faire en fait, de la sodomie le centre de la sexualité contemporaine. C'est ce qui est écrit dans un de ses livres qui s'appelle Le Manifeste contrasexuel. C'est la même idée que vous retrouvez de manière édulcorée et peut-être un peu moins clairement écrite chez Maya Mazoret. Quand Maya Mazoret a écrit il y a 2-3 ans un livre qui était intitulé Sortir du trou, en fait Maya Mazoret voulait vous expliquer que le vagin s'était dépassé. Enfin, c'est littéralement le contenu de son livre. Hein. Voilà, vous pouvez aller lire ces 300 pages pour vous expliquer qu'en fait vous avez halluciné, que le trou n'est pas un trou, que il faut sortir du trou. Enfin bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y avait probablement un fondement qui a toujours été, en fait, quelque part une sorte de fascination pour un masculin incompréhensible, une altérité mal perçue. Et en fait, aujourd'hui, avec les évolutions trans, etc., il y a une possibilité nouvelle pour des féministes d'aller se masculiniser davantage. Et donc, moi, je m'attends à ce qu'on ait, dans les prochaines années, une explosion des profils de femmes devenues hommes qui ont probablement des discours assez féministes, etc. Au passage, c'est un phénomène qui est intéressant. Alors, je n'ai pas encore la confirmation, mais j'ai vu passer dans un travail de recherche récent qu'il y avait eu une inversion du rapport entre le nombre d'hommes devenus femmes et le nombre de femmes devenues hommes du point de vue des trans. C'est-à-dire que classiquement, dans la littérature scientifique, il y a une vingtaine d'années, en moyenne, on dénombrait à peu près 3 fois plus d'hommes qui devenaient des femmes que l'inverse. Et il semblerait que cette tendance se soit inversée, donc qu'en fait, il y ait de plus en plus de femmes qui cherchent à devenir des hommes. Voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez en tirer une conclusion générale. Je pense qu'il y a quand même profondément en fait des vrais... en fait, les féministes là-dessus peut-être ont un peu un double discours teinté d'hypocrisie. C'est que elles vous expliquent à vous, hommes, que en fait, vous devez accepter que vous avez une part de féminin, mais elles refusent en fait d'avoir en elles une part de masculinité. Il y a peut-être aussi quelque chose qui relève de ça. Mais là, on rentre beaucoup plus dans de la psychologie, donc encore une fois, s'il faut juste donner une date de quand est-ce que des femmes se sont mises à fantasmer du fait de pouvoir devenir des hommes, en fait, c'est peut-être quelque chose qui a toujours été... mais en tout cas, on en retrouve des traces dans la littérature française déjà à l'époque de Simone de Beauvoir. Voilà pour ma réponse, on va dire. Donc, merci beaucoup. On a une dernière question qui vient d'être posée. Le sujet intéresse beaucoup. Donc, que penses-tu de la grande présence des Marie-Sous dans les films de nos jours, comme Rey Skywalker ou Captain Marvel? Alors, c'est quoi les Marie-Sous? J'en sais rien, c'est... Attends, c'est... personnage de fiction excessivement idéalisé, très souvent projection de l'auteur même dans un univers fictif. Alors, je ne sais pas le terme, donc j'avoue, des persos féminins ultra cheatés, voilà. Je vais pas répondre à la question parce que pour le coup, alors là, j'en ai pas de... Je pars d'un truc, je sais pas la définition, donc
Ça va être compliqué de répondre correctement. Je passe mon tour sur celle-là. Voilà, j'invoque la carte du tout-puissant Joker et je vais me Pas de sou- renseigner dans mon coin sur les persos féminins ultra cheatés et ensuite je répondrai éventuellement à la question par écrit. Bon, ben, pas de souci. Ben, c'était la dernière dans ce cas. Merci beaucoup d'être venu nous faire une conférence qui a été extrêmement intéressante. Ça a beaucoup intéressé les gens. Donc, Merci à tous les auditeurs et à tous les participants et puis merci aux organisateurs de la conférence dont tu fais partie, Napoléon III. merci beaucoup. On mettra tous les liens qui mènent vers les réseaux et la chaîne YouTube de Mos Majorum dans le canal général, dans le salon général. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Merci à tous et surtout merci à toi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.